Le Made in Country est obsolète. C'est à présent le Made in World qui impose au monde son règne, rendu possible grâce à la mondialisation. Mais dis-moi, Sarah, la mondialisation, c'est quoi? En fait, la mondialisation est un processus de mise en relation des pays qui découle du libéralisme et du capitalisme. C'est un concept qui est apparu dès l'Antiquité romaine et qui s'est imposé au début du XIXe siècle avec la révolution industrielle et technologique. L'ouverture des frontières, des routes maritimes et l'extension des chemins de fer ont transformé le monde en un grand village, comme le dit le philosophe Marshall McLuhan. De plus, selon l'historien Braudel, l'économie est devenue mondiale. Ainsi, les limites physiques et économiques ont été dépassées et les nations sont devenues interdépendantes. Mais comment cela est-il possible? Grâce à plusieurs facteurs. La containerisation et Internet, tous deux apparus au XXe siècle, sont les piliers de l'expansion de la mondialisation. Le maillage informationnel que crée Internet est semblable au réseau de villes satellites que forment les AMM. Le monde est connecté, les échanges ne sont plus limités. La consommation se veut massive et sans frontières. La barrière entre le virtuel et le réel ne dépend que d'un clic. S'ajoutent à cela des accords sur les tarifs et le commerce avec la création de l'OMC, un organisme de régulation. Tout cela favorise les échanges et maintient la mondialisation. Le marché planétaire se porte bien. Donc la mondialisation est permise grâce à une sorte de gouvernance mondiale ? Absolument. Des institutions internationales ont été mises en place. On compte parmi elles l'ONU, l'OMC et le FMI. Ces dernières encadrent la mondialisation et ont comme chef de file les États-Unis. D'ailleurs, en parlant d'eux, mieux vaut ne pas oublier que la base clé de la mondialisation reste quand même les échanges de monnaie et précisément le dollar. Les échanges sont réalisés principalement avec l'anglais, langue internationale depuis 1919, et c'est là que l'on se rend compte de la domination américaine sur le long terme. Ainsi, le monde a en commun les piliers de la mondialisation qui permettent le pluralisme des échanges. Et donc, qu'est-ce qui résulte de cela ? Le fait que les échanges soient facilités incite les FTN à délocaliser leur production pour réaliser des économies d'échelle, vendre plus et moins cher et donc augmenter leurs profits. Les citoyens de ce grand village qu'est le monde ne sont plus que des consommateurs dont on essaye de stimuler le pouvoir d'achat à coups de soldes, de braderies et d'outlets en tout genre. La consommation de masse permet aussi d'imposer une culture universelle. À cet effet, on peut parler d'une mondialisation des concepts, des normes et des valeurs. Le monde est constamment connecté avec près de 2 milliards de comptes sur Facebook. Cependant, nous observons une nouvelle tendance ces derniers temps. Penser global, agir local. En effet, depuis le sommet de Rio de 92, la globalisation, néologisme signifiant l'adaptation spécifique d'un produit à chacun des lieux où il est vendu ou à chacune des cultures à laquelle il s'adresse, montre bien que dans le cadre d'une économie mondialisée, on ajuste l'offre pour qu'elle soit appréciée par un plus grand panel de consommateurs. Donc la mondialisation n'a que des bienfaits ? En somme, elle a beaucoup d'aspects positifs, mais pour en profiter, il faut faire partie des périphéries intégrées pour éviter de subir les disparités de développement comme la misère, la malnutrition ou encore l'analphabétisation et donc devenir la proie des pays dominants. De plus, l'exploitation des populations les plus pauvres s'accompagne malheureusement d'externalités négatives sur l'environnement. En effet, la surindustrialisation a des conséquences catastrophiques sur la pollution de l'air et de l'eau qui nous maintiennent en vie.